Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, comme le disait, comme on m'a introduit, je vais vous parler un petit peu moi aussi de biométhanisation. Donc, la matinée a été assez dense en informations. Moi, ça va être vraiment plus un témoignage, hein. Je ne suis pas expert technique et je prétends pas l'être. Mais voilà, je vais vous donner un petit aperçu de comment ça se passe au quotidien quand on travaille sur une unité de méthanisation. Et aussi, qu'est-ce que ça implique d'en installer une quand on est agriculteur. Parce que du coup, je travaille sur une exploitation agricole, mais je vais y venir un petit peu plus. Donc pendant mon exposé, là, je vais vous parler dans un premier temps, je vais me représenter un petit peu plus en détail et expliquer comment je me suis retrouvé à travailler ici. Ensuite, je présenterai un petit peu plus l'exploitation sur laquelle je suis. Je vais continuer en parlant des caractéristiques de leur unité de méthanisation. Et puis ensuite, on verra de manière très classique les contraintes et les bénéfices que ça a d'installer ce genre d'équipement en tant qu'exploitant. Donc pour revenir un petit peu plus sur mon parcours, moi je m'appelle Étienne Rouxel, donc j'ai 23 ans et je suis étudiant en études commerciales, donc j'ai fait une prépa et ensuite une grande école. Rien à voir a priori avec l'agriculture. Et en ce moment je suis dans ce qu'on appelle une année de césure personnelle. Donc dans mon cursus j'ai une année de césure qui est obligatoire, où c'est professionnel, j'ai fait des stages en entreprise. Et puis j'ai décidé de la doubler parce que en fait, pendant cette année de césure où j'ai fait des stages très axés développement durable en général, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait vraiment, enfin ce vers quoi j'avais envie de tendre après dans ma carrière, c'est la transition agroalimentaire, les sujets d'alimentation, ça me plaît beaucoup. C'est peut-être parce que j'adore manger, je ne sais pas, mais en tout cas c'est vraiment ce qui m'anime. Et c'est pour ça qu'en parallèle, j'ai rencontré un jeune agriculteur de mon âge qui s'appelle Florian Pinault et qui est associé avec son père au GAEC Bio Bienvenue, où je travaille actuellement, qui a accepté de me prendre en stage parce que j'étais hyper intéressé de la description de son quotidien et je lui ai dit est-ce que tu serais d'accord pour m'embaucher? Il m'a dit oui. Et là, ça fait un mois que j'y suis et je suis pour l'instant super content de cette expérience. J'ai appris énormément et je ne vais pas provoquer, mais parfois beaucoup plus que pendant mes années d'école. Donc pour continuer un peu plus, pour vous présenter l'unité où je travaille, le GAEC Bio Bienvenue, c'est une exploitation qui est familiale, qui date de maintenant il y a 3 générations, qui est basée en Vendée, donc un territoire agricole hyper dynamique dans le coin des Herbiers. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en dessous de Nantes, c'est le département donc en dessous de la Loire-Atlantique. Et on est vraiment sur une vraie terre agricole, notamment beaucoup d'élevage. Et moi de base, j'étais pas forcément un grand pro élevage, mais c'est justement d'autant plus intéressant de pouvoir le vivre. Et cette exploitation qui est donc bio a une particularité, c'est qu'elle est extrêmement diversifiée. On va avoir dans un premier temps de l'élevage bovin, donc on a un troupeau. Ah oui, je précise aussi que c'est une exploitation de 130 hectares gérée par 2 personnes à temps plein, donc c'est pas énorme, hein. C'est pas des gros céréaliers des Landes de 4000 hectares ou ce genre de choses, on est sur quelque chose à une dimension plus humaine. Donc on a un troupeau de bovins qui fait environ 130 vaches limousines. Ensuite, on a des volailles, on a 2 bâtiments de volailles qui font, on en parlait tout à l'heure, donc c'est des volailles de 80 jours qui font plus de carbone, comme ce qu'on disait ce matin. On va avoir aussi dans nos activités beaucoup de cultures, donc une grosse production céréalière qui est présente, mais aussi beaucoup de prairies et de pâturages. Il faut savoir que ces cultures-là, elles servent à l'alimentation des bovins dans un premier temps, parce qu'on fait 100% de l'alimentation de nos bovins. Elles vont servir aussi à la vente alimentaire, c'est le cas de notre colza et de notre maïs. Et elles vont aussi servir pour faire des cives pour remplir l'unité de biométhanisation. Donc les cives, je le rappelle, ça a déjà été dit, mais c'est des cultures intermédiaires à vocation énergétique. Et pour ce qu'on plante, donc on a sorgho, colza, maïs, blé, triticale pois, et ensuite le reste, ça va être de la prairie. Comme je disais, on a aussi une grosse production de biométhane et un méthaniseur sur place qui nous permet de faire de la vente d'électricité, mais pas que. On va voir ça. Donc ça occupe beaucoup. Après ça, sur les autres activités de la ferme, on va avoir aussi de la vente de bois énergie. Donc en Vendée, le territoire agricole a une particularité, ce qu'on appelle le bocage vendéen, c'est d'avoir vraiment des haies bocagères qui sont tout autour de nos parcelles et qui sont extrêmement bien conservées. Ça a été pas mal détruit, notamment avec les politiques de remembrement. C'est pas du tout le cas en Vendée. Et du coup, grâce à ces bocagères, on peut faire une gestion durable de bois et vendre chaque année, couper un peu de bois. On ne parle pas du tout de coupes rases qui sont assez dommages et mauvaises. Là, on est vraiment sur de la gestion optimisée et durable qui nous permet de vendre derrière du bois déchiqueté qui alimente tout le réseau de chauffage de la ville des Herbiers, le chauffage urbain, qui avant étaient donc des chaudières à gaz et qui sont, grâce à nous et d'autres agriculteurs, passés en chaudières à bois.
On fait aussi du compost paysager, donc ça je vais passer très vite dessus. C'est en fait, on a des partenariats avec des paysagistes locaux qui nous posent leurs déchets verts, beaucoup moins cher qu'à la décharge. Nous derrière on les déchiquette et on en fait, en y ajustant un peu de digestat de la méthanisation, un compost qui se dégrade plus vite, qui est très performant, qu'on va utiliser pour nous mais qu'on va aussi revendre. Et puis après, comme je disais, donc on fait toute l'alimentation de nos bovins et on va aussi gérer du matériel en commun avec d'autres exploitations agricoles dans le cadre de ce qu'on appelle les CUMA. C'est des coopératives de partage de matériel agricole. Donc ça occupe beaucoup. Donc c'est voilà, une ferme qui est très diverse et j'ai eu beaucoup de chance de me retrouver là parce que ça me permet derrière d'avoir une vision super globale du secteur agricole, beaucoup plus que si j'étais dans une exploitation qui fait que de l'élevage ou que des céréales par exemple. Donc encore une fois, je suis très content de là où je suis. Pour revenir un peu plus donc, sur la méthanisation du GAEC, où je travaille, elle a quelques particularités, enfin elle a plutôt quelques caractéristiques qui est important de présenter. Déjà pour expliquer comment est-ce qu'on est arrivé à avoir une unité de méthanisation sur cette ferme, il faut savoir que c'est vrai que c'est une ferme assez ancienne, qui a donc 3 générations derrière, et la méthanisation est arrivée, on va dire, assez récemment. Donc on peut se demander ce qui a amené à ce choix. Moi j'ai identifié 3 leviers qui ont poussé, on va dire, les exploitants à l'installer. Ça va être la possibilité de base, enfin la diversification qui est vraiment dans leur ADN, hein, comme je le disais. La possibilité ensuite, enfin la réponse à quelques problématiques, notamment le stockage du fumier, qui de base était stocké en bout de champ et c'était pas du tout forcément optimal pour eux. Et puis enfin la possibilité de se générer un complément de revenus. Monsieur Régnier l'a dit avant moi aussi, c'est vrai que c'est quand même une vraie chance pour les agriculteurs de pouvoir se générer des revenus grâce à ça, et des revenus qui sont stables, mais je vais aussi y revenir. Pour ce qui est maintenant des caractéristiques un peu plus techniques de la méthanisation, alors comme je le disais, je ne suis pas expert, mais si jamais vous avez des questions plus poussées, j'essaierai d'y répondre. Mais en tout cas, sur la production, on est sur une unité de méta qui n'est pas très grosse, elle fait 130 kW, c'est vraiment pas énorme. Et elle consomme pour tourner entre 25 et 30 kW. On va essayer d'en alimenter une grosse partie avec un panneau solaire, un tracker solaire, parce que ça permet de réduire un petit peu les coûts aussi d'électricité qu'il faut, parce que bien sûr on ne peut pas alimenter l'unité de méthanisation avec l'électricité qu'on produit. En production, on est en cogénération, on n'est pas en injection parce qu'on n'est pas raccordé au réseau de gaz. Donc cogénération, si jamais je rappelle au cas où, c'est le fait qu'on va produire directement de l'électricité et vendre de l'électricité avec un moteur. Ce moteur a besoin d'être refroidi. Pour le refroidir, on envoie de l'eau froide qui va ressortir chaude et donc du coup, on produit de l'électricité et de la chaleur. Et notre chaleur, on la revalorise après, je vais également y revenir. Pour ce qui est des intrants qu'on rajoute dans notre cuve de méthanisation, il y a plusieurs écoles là aussi. Il y a des méthanisations qui vont faire uniquement de la cive, donc uniquement des cultures intermédiaires à vocation, des méthanisations 100% végétales. Nous, dans notre cas, vu qu'on est un élevage, on va être sur à peu près 60% de fumier bovin qui va rentrer dans la méthanisation, environ 15% de cive. Donc, comme je disais, c'est surtout le sorgho d'ensilage qu'on va mettre dans la méta. Et après, on va aussi mettre d'autres intrants, par exemple le lisier de canard qu'on récupère à des voisins gratuitement, le fumier de nos volailles, et aussi les déchets alimentaires de supermarchés locaux. Il y a 2 gros supermarchés aux herbiers, donc un Hyper U et un Leclerc, qui vont nous donner leurs déchets alimentaires. Pas tous, parce que comme on est en bio, on a certaines restrictions, mais ça aussi, je vais y revenir. Et donc ça va aussi rentrer dans la méta. On a environ 4 à 5 repas, donc des repas c'est ce qu'on met, c'est les moments où on donne à manger entre guillemets au digesteur, donc par jour. Et ce qui est intéressant aussi sur cette unité, c'est qu'on est dans une démarche d'amélioration continue. Donc si je dis ça, c'est parce qu'en fait, mes patrons cherchent beaucoup à toujours améliorer la performance de la méta en testant de nouveaux intrants. Donc il n'y a pas longtemps, par exemple, on a testé la sylphie, qui est une plante réputée pour son potentiel méthanogène. Donc voilà, on a vraiment cette démarche de vouloir toujours essayer de mieux produire, en tout cas trouver de meilleurs intrants. Enfin, pour ce qui est chiffres financiers, le chiffre d'affaires qui est permis par l'unité de méthanisation, ça va être 250 000 euros par an, de chiffre d'affaires seulement, je précise. Pour vous donner un ordre de grandeur, à l'échelle de l'exploitation, c'est vraiment une grosse partie, c'est plus d'un quart de l'ensemble du chiffre d'affaires. On est sur 800 000 euros de chiffre d'affaires au total. Donc on voit bien que la méthanisation, c'est un vrai pilier et ça apporte beaucoup. Alors après, derrière, ça coûte aussi énormément. Et pour voir un petit peu, nous, notre kilowattheure, il y a
2 ans, on le vendait 24,5 centimes. Je n'ai pas les chiffres actuels, mais je sais que ça n'a quasiment pas augmenté depuis, bien que les prix de l'électricité aient beaucoup bougé. Mais donc voilà, donc on a une petite idée financière de ce que peut rapporter un méthaniseur de cette taille, en tout cas à un exploitant agricole. Maintenant, ce qu'il faut voir aussi, c'est que la méthanisation, quand on est dans le monde agricole, c'est pas que du positif, c'est pas que de l'argent stable, etc., une source de valorisation des déchets. Ça a aussi beaucoup de contraintes, et j'en ai identifié 3 types en discutant avec donc, mes patrons et en réfléchissant un petit peu à tout ça. Donc il y a des grosses contraintes qui vont être opérationnelles pour les gens qui travaillent sur site, des contraintes qui sont administratives et réglementaires, et puis aussi des contraintes qui sont financières. Ça, faut pas se le cacher, c'est vraiment très cher d'installer ce genre de dispositif. Donc en rouge, je vous ai mis les contraintes qui sont pour moi les plus lourdes, les plus pesantes pour l'agriculteur, et puis en noir, j'en ai mis une sur laquelle je vais revenir un petit peu plus parce que je la trouve intéressante. Donc je vais les détailler un petit peu une par une. Sur la première contrainte, on est sur la surveillance et le suivi constant, c'est-à-dire que ça demande énormément de travail d'avoir une unité de méthanisation quand on est agriculteur. On doit être tout le temps branché à son logiciel qui traque la méta. Il y a des alarmes qui peuvent sonner le week-end, des alarmes qui peuvent sonner en pleine nuit. Il y a un problème, il faut être disponible pour se rendre sur site. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui puisse y aller, donc c'est très très lourd. Un exemple, il y a une semaine, vendredi dernier, vendredi soir, à 21h à peu près, il y a un joint qui a pété et plein de digesta qui s'est déversé sur tout le site, qui a commencé même et qui a failli déborder sur la route, donc jusqu'à 2h du matin, un vendredi soir. Je pense que personne dans la salle n'a envie de faire ça de son vendredi soir. Ils ont dû pomper tout le digesta, qui je rappelle est essentiellement du fumier, des déchets, trucs qui commencent à fermenter, etc. Pomper tout le digesta pendant 5 heures pour éviter que ça se déverse sur la route. Alors là, c'est un cas extrême, mais sinon, les alarmes qui sonnent en pleine nuit, tout ça, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent. Autre point aussi qu'il y a comme contrainte quand on s'installe avec une unité de méthanisation, c'est la faible transparence qu'il y a au démarrage. Donc moi, ils me disaient qu'ils ont eu beaucoup de difficultés au début avec le fait que les autres agriculteurs qui ont des méthanisations ne vont pas beaucoup communiquer sur les techniques, sur leurs apprentissages. Et le vrai problème surtout, c'est que c'est très dur de trouver des constructeurs compétents pour faire de tels chantiers. Et eux, ils ont eu un vrai souci de sous-dimensionnement par le constructeur de leur unité de méthanisation. Donc ce qui s'est passé, c'est que le constructeur a fait un petit peu n'importe quoi et a installé des dispositifs pas du tout adaptés à la charge de la méta. Ce qui fait qu'on a un brasseur qui s'est cassé à l'intérieur des cuves. En fait, dans les cuves, il y a toujours un bras qui tourne pour remuer le digesta. Là, il y a un bras qui s'est cassé dedans, ça a généré des coûts énormes. C'est pas la seule casse, mais c'est l'exemple le plus marquant. Tout ça parce que c'est très compliqué de trouver des gens qui sont compétents pour faire ça. Donc c'est aussi une vraie contrainte à l'installation. Et ça me permet de faire la transition sur la prochaine contrainte qui est la contrainte financière. Donc pour vous donner un ordre d'idée, l'investissement pour faire le premier chantier d'installation de la méta, c'était 1 million d'euros. Ça fait un sacré emprunt, surtout quand on est agriculteur. Derrière, avec tous les problèmes qu'il y a eu de casse, de sous-dimensionnement, on rajoute un autre million, enfin un petit peu moins, mais quasiment un autre million sur la table. Donc au total, on est à 2 millions d'euros d'investissement. C'est pas du tout négligeable et il faut bien avoir en tête que c'est extrêmement cher. À côté de ça, il y a beaucoup de maintenance aussi qu'il faut faire. Là, par exemple, on arrive à la fin de vie de notre moteur. Donc on va faire venir un expert qui bosse dans toute la France, très compétent pour ça, mais très très cher aussi du coup, pour remettre à neuf tout notre moteur de méthanisation. Alors ça se fait tous les 7 ans, mais bon, il faut quand même le faire. Puis sinon, il y a beaucoup de maintenance un peu plus générale au quotidien. Il y a aussi un vrai problème de contrat, parce qu'on est engagé sur les volumes qu'on produit avec EDF, qui est notre seul débouché de vente, mais le contrat n'accepte pas, bien qu'ils aient essayé de négocier, de produire plus que ce qu'on peut. Donc pour éclaircir un peu ce point-là, en fait, il faut savoir que là, avec la rénovation du moteur, on va pouvoir monter à 140 kW de production, sauf que notre contrat ne nous permet pas de dépasser, donc il y a un vrai manque à gagner financier pour nous, parce qu'on pourrait vendre 10 kW de plus, et en fait, dans les faits, on ne peut pas le faire. Donc ça, c'est un petit peu problématique d'avoir un unique débouché de vente pour l'agriculteur. Ce que je trouve intéressant aussi comme contrainte à laquelle on ne penserait pas forcément, ça s'applique uniquement dans le cadre d'une exploitation bio, c'est que le digesta qui sort de la cuve, vous le savez bien sûr, est utilisé derrière et épandu dans les champs
Ça va remplacer notamment les phytosanitaires qu'on ne peut pas mettre vu qu'on est bio. Mais du coup, ça va avoir des implications sur ce qu'on peut mettre dans notre cuve. Et donc, on a beaucoup de matériaux industriels auxquels on n'a pas le droit du fait du cahier des charges bio, qui fait qu'on perd plein de matières qui sont extrêmement méthanogènes, par exemple le sang d'abattoir, qu'on n'a pas le droit de mettre dedans. Donc en fait, c'est pas forcément une contrainte très grave parce que eux, ils arrivent très bien à y alimenter leur cuve, mais c'est bien d'avoir en tête que ça touche toutes les parties de la production. On se dirait pas qu'on ne peut pas mettre un produit dans une cuve de méthanisation parce que derrière, ça va nous faire pousser du blé qui est plus bio, quoi. Ensuite, d'autres contraintes un petit peu plus annexes, ça va être les réticences du voisinage. On en a parlé aussi un petit peu, les gens sont assez mal informés, ils vont avoir peur des odeurs, etc. Dans les faits, les odeurs, en tout cas pour une méta avec que des produits agricoles, c'est pas du tout si dérangeant que ça, hein. J'y suis tous les jours, franchement, très objectivement, ça va. Et aussi, il y a un manque à gagner parce que dès qu'il faut faire de la maintenance, forcément, on coupe le moteur. Par exemple, la vidange, il faut vidanger l'huile, on coupe le moteur. Et donc, à chaque fois qu'on coupe le moteur, ça peut amener à des pertes financières. Légères, mais bon, c'est important de le noter. Évidemment, c'est pas que des contraintes, hein. Là, je vous dresse un tableau un petit peu négatif de l'installation d'une unité de méta. Il y a quand même plein d'avantages à ça qui vont toucher plein d'aspects de l'exploitation. Ça va beaucoup plus loin que juste la simple vente d'électricité. Donc moi j'ai listé aussi pareil en discutant avec mes patrons les différents avantages qu'on pouvait voir vraiment pour la ferme, hein, pas à l'échelle globale de l'installation de cette méta. On a dans un premier temps la génération de revenus complémentaires, c'est la vente d'électricité mais pas que, ça peut être aussi la vente de digesta, parce que le digesta c'est très utile pour faire pousser les cultures comme je disais, donc on va en vendre aussi, et c'est aussi les économies qui sont faites grâce à la chaleur gratuite. Comme je disais, on est en cogénération, on a de la chaleur qu'on va valoriser. Ça me permet d'enchaîner sur mon deuxième point. La méthanisation, c'est plein de synergies avec les autres activités de la ferme. Ça permet donc d'améliorer le rendement des cultures. Notre chaleur, elle va permettre de chauffer gratuitement nos bâtiments de volaille. Il faut savoir qu'un bâtiment de volaille, ça fait 500 mètres carrés, 3 mètres de hauteur sous plafond. Et quand on a des poussins qui arrivent, qui sont nés la nuit, il faut les garder à 34 degrés. Vous imaginez bien que chauffer un bâtiment de cette taille à 34 degrés, voilà, ça va vite. Donc là, on est quand même sur quelque chose de complètement gratuit grâce à la méta. Ensuite, on a donc, comme je disais, des contrats à long terme qui sont des bonnes garanties de revenus. Et ça, c'est vachement utile, en tout cas pour un agriculteur, d'avoir l'assurance sur 20 ans qu'on va pouvoir gagner tant, encore plus dans les temps actuels. Et puis derrière, je le disais, mais cette fameuse diversification d'activités, ça permet une vraie résilience économique de l'exploitation, parce que forcément, si jamais un jour, par exemple aujourd'hui, on a un énorme ouragan qui arrive pile en Vendée et qui fait des coulées de boue ou que sais-je, ou qui couche, un vrai problème qu'on a, c'est par exemple les maïs qui sont couchés, qui ne peuvent pas être ramassés. Ça, c'est quand il y a beaucoup de vent, on a tout un champ qui est complètement couché, et puis derrière, c'est terminé. Donc derrière, avoir d'autres activités, ça permet de faire face à ce genre de problème. À côté de ça, on est quand même sur une activité assez vertueuse pour l'environnement, puisqu'on valorise des déchets agricoles, et des déchets aussi alimentaires, hein, via la récupération notamment de ceux de l'hypermarché. On a une production d'électricité et de chaleur qui sont décarbonées. Alors, encore une fois, là, je ne suis pas un expert, moi, c'est l'idée globale que j'en ai. Je suis très ouvert au débat et pendant les questions, j'ai compris qu'on aimait débattre ici, donc n'hésitez pas à remettre en question ce que je dis, hein, je ne veux pas dire de bêtises, je n'ai pas la science infuse. Ça permet quand même, ça je le crois, de réduire l'impact carbone de l'élevage bovin, puisque, comme le disait ce matin M. Leroux, on est quand même sur une bonne partie d'émissions du bovin qui vient des fumiers qui restent, des fumiers qui sont pas récoltés. Là, on va en récolter une partie de notre fumier et on va capter les émissions de méthane. Là encore, je ne veux pas dire de bêtises, hein, j'en appelle à votre consultation, mais il me semble que ça permet du coup de réduire un petit peu l'impact carbone de l'élevage par là. Et à côté, il y a une dimension sociale qui est intéressante aussi parce que on ne se rend pas compte, mais le monde agricole, il marche beaucoup par l'arrangement avec ses voisins. Ça va être tu me prêtes, tu me fais un chantier gratuitement ou à prix réduit, moi derrière je vais te fournir tel matériau, etc. Enfin, c'est omniprésent. Et grâce à la méthanisation, on peut entretenir ces relations-là qui sont super importantes pour le bon fonctionnement de l'exploitation. Par exemple, là, on a un voisin. En ce moment, les récoltes de maïs, je ne sais pas si vous savez, elles sont en tout cas en Vendée pas très bonnes. Et on a peur qu'à cause du manque d'ensoleillement, on ne puisse pas récupérer nos maïs comme il faut. Du coup, la solution, c'est d'ensiler le maïs, donc de le déchiqueter, pour le mettre dans les méthanisations, le donner à manger aux animaux.
Nous, de base, on ne fait pas de maïs d'ensilage, mais on a un voisin qui était très embêté parce qu'il va perdre 2 hectares de maïs. On lui a racheté pour le mettre dans notre méthanisation. C'est ce genre d'arrangement qui se fait. On a aussi une coopérative de patates pas très loin qui va nous donner tous ces triages de pommes de terre qui sont jetés et qu'on va pouvoir mettre dans notre méta. Donc ça entretient un vrai réseau qui est très bien construit. Et puis à côté de ça, aux Herbiers, il y a un institut de formation supérieure agricole qui est très réputé, qui s'appelle l'IREO, où il y a une grosse spécialisation, notamment en méthanisation. Et vu que c'est à côté, les étudiants en méthanisation vont venir 4 fois par an sur notre site pour faire des travaux de maintenance, pour faire des visites, etc. Donc ça contribue aussi à former les futurs travailleurs du biométhane. Et c'est important d'avoir une main-d'œuvre qualifiée là-dessus, parce que quand on n'a pas de main-d'œuvre qualifiée, comme je disais tout à l'heure, ça pose des sacrés problèmes. Donc en listant tous ces objectifs, c'est pas de la grande réflexion, mais je me suis rendu compte que quand même on pouvait retracer un petit peu le cadre très basique du développement durable, parce qu'on a un impact économique, un impact écologique et un impact social de l'unité de méthanisation sur notre exploitation. Donc je trouvais ça intéressant de le dire. Parfois on a des grands modèles qui peuvent sembler un peu vagues, et puis en fait, mine de rien, ça se retranscrit assez bien dans la réalité, en tout cas de mon point de vue assez novice en la matière. Pour finir, j'ai quelques photos du site que je vous ai mises. Comme ça, c'est bien de montrer un petit peu plus ce dont je parle. Donc, sur la première photo, on va avoir l'unité de méthanisation avec ici en haut, là, il y a un de nos bâtiments de volaille qui est juste à côté. Là, le tracker solaire qui permet de réduire le coût de l'électricité le coût de l'électricité pour faire tourner la méta. En dessous, c'est le logiciel qui sert à piloter l'unité de méthanisation. Et à droite, là, vous avez à l'intérieur de la cuve, il y a un petit hulot, donc on peut voir voilà, le digestat. En haut, ce qu'on voit en jaune, c'est du soufre qui sort aussi, qui se fixe sur les parois. Et puis 3 autres petites photos. Donc on a dans un premier temps la liaison qu'il y a entre les deux cuves, donc les vannes qui lient les deux. L'unité de stockage où va sortir le digestat solide uniquement, où on le met une fois que ça sort. Et puis à côté, le séparateur de phase, donc, qui est ce qui permet de séparer le digestat solide du liquide, parce que le digestat, voilà, il y a beaucoup de liquide dedans. Et donc ça, en fait, c'est un dispositif qui permet de séparer les deux phases, puisque derrière, elles n'ont pas forcément le même usage. J'en ai terminé, et je vous laisse avec vos questions, et merci de m'avoir écouté. Oui. Bon, ça nous a beaucoup... Enfin, moi, j'ai été beaucoup impressionné par votre présentation. Un petit peu moins parce que notre association, du côté de Chinon, avait déjà visité une ferme avec un méthaniseur. Et on avait bien les chiffres dans la tête. Et ça marchait pas mal aussi là-bas, du côté de Chinon, n'est-ce pas, Eric? J'avais juste un commentaire supplémentaire. Puisque vous faites autant de choses, vous pourriez aussi faire du tourisme. Ah, c'est vrai. Le tourisme, les gens qui passent et qui vous présentez tout ça. Et je sais qu'il y a des fermes qui le font, par exemple. Ouais, c'est vrai, d'autant plus qu'on est juste à côté du Puy du Fou. On est collé au Puy du Fou, donc c'est une zone qui est hyper dynamique touristiquement parlant. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai sujet à faire. Et en fait, eux le font sans le rémunérer. Hein. Il y a plein de gens. Par exemple, le week-end dernier, j'ai des copains qui sont venus me voir pour le week-end. Et je leur ai montré, je suis allé leur faire visiter la méta aussi. Mais c'est vrai qu'on le fait un petit peu, mais du coup de manière informelle. Il y a des gens, c'est vraiment aussi l'hébergement et le dîner. Ah, bah, oui. Et c'est une partie du chiffre d'affaires de la ferme. Ah, bah, je savais pas du tout. C'est intéressant, je vais devoir en parler. Oui, c'est effectivement une présentation très intéressante, je confirme ce que disait Denis, mais je suis un peu étonné, donc vous dites qu'il y a eu une installation de photovoltaïque avec un tracker pour avoir une alimentation électrique. Et est-ce que, parce que c'est quand même une installation qui coûte cher en investissement, est-ce que c'est quand même plus intéressant économiquement d'avoir l'électricité qui vient de cette installation photovoltaïque pour le fonctionnement plutôt que de la prendre sur l'électricité produite par le méthaniseur? Merci beaucoup pour votre question parce qu'elle me permet d'aborder un point qui me trottait en tête que j'ai oublié d'évoquer dans mes contraintes. Je vais revenir vite fait sur la slide des contraintes. C'est tac. Ah, non, c'est là. En fait, j'ai oublié de parler de ça. Donc la consommation énergétique importante. Enfin d'ailleurs, c'est pas énergétique, c'est électrique. Désolé pour l'erreur.
et que c'est pas la même chose. Eux, en fait, comme je disais, ça va être donc 25 à 30 kW qu'il faut pour faire tourner la méta. L'électricité, ce qui s'est passé il y a un an, c'est que les prix ont énormément augmenté. En revanche, le prix de vente auquel EDF rachetait l'électricité n'a pas bougé, ou a bougé de, il me disait, 0,2 centimes. Donc c'est pas énorme. Donc derrière, on a des marges qui sont automatiquement grignotées, et c'est vraiment problématique pour eux. Donc eux, ils ont vu on est quand même dans un coin où il y a pas mal d'ensoleillement, donc ils ont vu un vrai intérêt à installer le tracker solaire. Et ce qu'ils me disaient, c'est que c'est 35% ils arrivent quand même à répondre à 35% de leurs besoins. Donc je pense que j'ai pas les chiffres financiers exacts de ce que ça leur permet d'économiser, mais c'est quand même pas négligeable. Donc je crois que l'investissement était rentable de leur côté. Petite question par rapport à la transparence, le manque de transparence lors de l'installation. Moi, je me questionnais par rapport à l'accompagnement justement de la mise en place de ce genre de centrale, et aussi pourquoi est-ce qu'il y aurait eu, qu'est-ce qui pourrait freiner ou quelles sont les réticences à ceux qui ont déjà des installations pour faire du partage d'expérience, etc. Je ne sais pas si tu as pu voir ou pas du tout. J'en ai parlé avec eux, je ne l'ai pas vu. Alors du coup, en termes, déjà pour la première partie de la question, sur l'accompagnement, moi ce qu'ils me disaient, c'est qu'ils ont été vraiment tout seuls. Enfin, ils ont fait tout en autodidacte, ça a été de la recherche, de l'auto-formation, etc. Ils ont été un petit peu accompagnés, et c'est aussi, je pense, parce que ça a été fait, comme je disais, il y a 7 ans, cette unité de méta. On disait que ça a commencé il y a 10 ans, donc ils sont quand même assez précurseurs. Et je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas été très accompagnés. Et après, pour le manque du retour d'expérience des autres avec qui ils ont discuté, ce qu'ils me disaient, c'est que souvent, quand ils rencontraient des gens qui avaient déjà mis une méta, ces gens-là n'étaient pas tout seuls, étaient souvent accompagnés des gens qui avaient fait les chantiers, et donc la parole n'est pas très libérée en fait, et pas très fluide. Il y a un vrai, c'était un peu ça le problème qu'il y avait. Je pense qu'il y a d'autres freins, mais j'ai pas tous les détails parce que ça, j'en ai parlé juste une fois avec eux. Mais en tout cas, il y avait ce sujet de vraiment avoir les constructeurs à côté qui surveillent de près ce qui se raconte. Et donc les gens n'osent pas trop se plaindre. Voilà. Alors, moi, petite question. Étant donné que le mécaniseur fonctionne 24/24, est-ce que ça vous arrive de manquer de biomasse pour alimenter? Non, nous, on a vraiment de la chance là-dessus. On manque pas du tout de biomasse. Parce que c'est vrai qu'en fait, pour le coup, le méthaniseur, moi j'ai l'impression que c'est une bonne solution dans une exploitation agricole. Il m'a fait l'expérience que si c'est très bien géré. Et j'ai cru comprendre qu'il y a eu pas mal de moments où ça peut être plus un poids et un problème qu'autre chose, quand on voit toutes les contraintes qu'il y a. Et dans notre cas, vu qu'on a quand même un bon approvisionnement en fumier, qu'on n'a pas des cuves énormes, vu que c'est une petite exploitation, et que si vraiment un jour il y a besoin, pour l'instant c'est pas le cas, mais si vraiment on a besoin de biomasse à mettre, on a des voisins qui vont être prêts à nous la vendre, donc on n'a pas ce souci normalement d'alimentation. Merci beaucoup, c'est vraiment très clair. Une question, qu'est-ce qu'il y a comme aide publique pour l'investissement dans une activité de Pour être très honnête, ça j'avoue que je ne sais pas trop. Franchement, je sais qu'ils sont avec le Crédit Agricole et je crois qu'ils ont des prêts à taux intéressants, mais je pense qu'il doit y avoir des aides, mais franchement, j'en sais pas plus. Celle qu'on avait visitée il y a 2 ou 3 ans, je pense que vous avez dit que vous avez des actions aussi, alors écoutez, de 1 million. Ah oui. Si je me souviens bien, vous avez dit qu'il y avait entre l'Europe et puis l'État, il y a à peu près pour la moitié de subventions. D'accord. Ça a été revenu autour de 500 000. Ah oui, c'est bien. Oui, alors pour répondre sur la question des investissements, des aides à l'investissement, effectivement, les premières unités, il y a une dizaine d'années, l'ADEME, les conseils régionaux finançaient quasi à 50%, donc c'était énorme. Aujourd'hui, il n'y a plus un radien d'investissement. Pourquoi? Parce qu'on est sur des unités qui valent plus 1 million ou 2 millions, notamment en injection, parce que l'unité qui est là, c'est une petite unité. Aujourd'hui, on est sur des unités qui sont entre 5 et 10 millions d'euros. Donc là, il n'y a plus d'aide à l'investissement. Autre chose, j'en ai parlé hier, je vous conseille tous d'aller voir un autre modèle d'unité de méthanisation, 100% végétal, porté par un petit énergéticien qui s'appelle Shell, qui s'appelle Secalia. Elle a ouvert il y a 1 mois. On faisait le calcul hier avec Étienne, 100 fois plus puissante que son unité, 100 millions d'euros d'investissement. Donc vous comprenez bien que là, on n'est plus du tout dans la logique agricole qui est là. Mais en fait, c'est assez rigolo parce que vous avez, dans le témoignage d'Étienne, que je félicite d'ailleurs,
comme quoi, quand les jeunes d'HEC font autre chose que HEC, ils sont brillants. C'est intéressant parce que tout ce qui a dit Étienne, c'est vrai, il n'y a rien à dire. Après, on peut s'interroger, 24 centimes le kilowattheure, c'est plus que des aides publiques. Hein. C'est un tarif de rachat électrique extra, qui coûte cher à la collectivité. Hein. Là aussi, il faut qu'on soit très clair par rapport à ça. Mais vous avez vu aussi que ça crée pas mal d'externalités positives. Et je répondrai à madame, avec qui j'ai beaucoup discuté tout à l'heure, c'est du bio. Voilà. La méta, en fait, pourquoi la méta? Et c'est un peu l'argument. Il te manque, allez, pour 3 mois, je te donne ton diplôme d'ingénieur agro. Il manque un argument qui est important. En fait, le digestat, lors du processus de méthanisation, transforme une partie de l'azote organique en azote minéral. Et donc, ça va venir en substitution du fameux azote minéral dont je vous ai parlé tout à l'heure. Or, les bio n'ont pas accès à l'azote minéral. Ils n'ont pas le droit à l'azote minéral. Donc, en fait, la méthanisation, c'est formidable pour l'agriculture biologique. C'est totalement contre-intuitif de présenter comme ça. Eh bien, ton système, on est vraiment la démonstration. Je voulais insister sur cet aspect digestat et azote. Tous les bio de France devraient être en méthanisation, s'ils avaient compris un peu l'intérêt, parce que cet azote minéral permet d'augmenter les rendements. Et justement, ce que je vois, moi, avec eux, c'est qu'en fait, quand ils me parlent de la méta, ils n'en parlent pas du tout, mais vraiment pas du tout, comme un moyen de produire de l'énergie, enfin de l'électricité. C'est vraiment pas pour eux, c'est un moyen d'augmenter le rendement de leur culture, de fertiliser, mais ils ne le voient pas du tout sous le prisme de la production d'électricité, comme ça pourrait être le cas quand on n'est pas du milieu agricole. Moi, j'ai pas de questions, mais je voulais juste te remercier et te féliciter parce que tu nous as montré à la fois, effectivement, la vraie vie d'un agriculteur. Effectivement, on avait visité il y a 3 ans, très loin de chez moi, une installation qui ressemble un peu à ça, un peu différente, et qui faisait aussi de l'électricité. Quelle est la dynamique des agriculteurs pour combiner leur champ de contraintes, pour essayer de diversifier ta parfaite. Et sur le reste, je voulais te féliciter parce que je pense que tu as tout compris, et y compris sur la décarbonation. Je veux dire, on est d'accord, il n'y a rien à dire, et je pense que tu as parfaitement compris, tu as bien résumé les choses, la complexité, la vision systémique. Donc, au bout d'un mois, alors, tu seras plus 6 mois, tu seras sûrement diplomate de cette chose. Mais vraiment, bravo pour tout ça, parce que c'est parfait, c'est clair. C'est tout à fait d'accord. Merci beaucoup, c'était la première fois, alors ça fait. Je sais qu'il y avait une dernière question. Il y a encore une question? Ouais. C'était un petit commentaire. J'en ai vu les difficultés de support qu'ils ont eues. Ils ont peut-être un débouché potentiel à faire du support pour d'autres. C'est apparemment, ils ont mettre leur expérience à profit. Ah oui. Faire un outil annexe d'aide à la formation de ceux qui veulent se lancer. Ah ben ouais, justement, et ils en parlent. Moi, ce que je vous disais sur les problèmes de construction, c'est quand on a eu la visite des jeunes du coup de l'institut de formation dont je parlais, directement ils leur ont dit, donc voilà, nous on a fait appel à ce constructeur, il a fait n'importe quoi, donc ne faites pas les mêmes erreurs que nous, et ça ils le disent aux jeunes qui vont derrière. Donc c'est un petit peu ce qu'ils font aussi.